Jean-Claude Scrère est un travailleur de l'ombre. Une personnalité aussi influente qu'elle est méconnue du grand public. Pendant longtemps, je ne savais pas qu'est-ce qu'il avait fait. Récemment, j'ai décidé de le lui demander. Allô. Du bas de laine des Québécois jusqu'aux vêtements Prada et au sac Gucci, il y a un fil conducteur et c'est Jean-Claude Scrère. Il est considéré par certains comme un homme de confiance du gouvernement péquiste. Monsieur Scrère, bienvenue à Capital Action. La Caisse de dépôt et de placement du Québec a maintenant un nouveau président. Le président de la Caisse, Jean-Claude Scrère, peut faire et défaire des vedettes du monde des affaires. Sous sa gouverne, l'actif de la Caisse est passé de 44 à plus de 140 milliards de dollars. Jean-Claude Scrère, c'est un des grands acteurs du Québec Inc. et du mouvement indépendantiste québécois. C'est un membre fondateur du Parti québécois. C'est un proche collaborateur de René Lévesque, de Jacques Parizeau, de Marc-André Bédard. Il a été président de la Caisse de dépôt et de placement du Québec pendant 7 ans, mais surtout, Jean-Claude Scrère, c'est mon grand-père. Ça va, ça? Pas pire, pas pire. Ouais. L'histoire de Jean-Claude commence dans une toute petite municipalité des Laurentides, située quelque part entre Saint-Sauveur et Saint-Jérôme. À l'époque, c'était juste un long champ inhabité. Aujourd'hui, c'est le domaine familial, le point d'ancrage des Scrères. Mes parents sont arrivés en 1947. Donc, j'ai grandi ici. Mes frères, mes sœurs, on a grandi ici. Il y avait une maison 2 étages, là, juste derrière le monticule ici. Mon père, il avait acheté une ferme financée par le gouvernement grâce au fait qu'il était allé à la guerre. Puis comment est-ce que vous gagnez votre vie dans ce temps-là? Qu'est-ce que ton père faisait? Il a essayé toutes sortes de choses, là. Ça a beaucoup tourné autour du commerce du bois. Couper du bois, vendre le bois, ça a beaucoup tourné autour de ça. C'est pas riche, là. On mangeait, mais en fait, c'était la seule dépense, manger. On avait un troupeau de vaches laitières. Moi, à partir du moment où j'ai commencé à aller à l'école, j'ai eu des responsabilités dans la ferme. Ma responsabilité, c'était avant d'aller à l'école, d'aller chercher les vaches qui étaient dans le champ en avant, les trouver et les amener à l'étable. Puis le fait d'être isolé comme ça, que personne ne se rendait, comment ça s'est traduit dans votre jour le jour? Là? On n'a pas eu de camion ici avant que j'ai à peu près 5-6 ans. Ça veut dire qu'avant ça, là, c'était juste les buggies, les chevaux pour se déplacer. L'hiver, c'était le sleigh. On était isolés. Il n'y avait pas d'électricité. Quand j'ai quitté mes parents pour m'en aller comme pensionnaire à l'âge de 9 ou 10 ans, là, c'était pour faire ma 4e année. J'ai été très chanceux d'avoir des études payées, fournies par une fondation. Sinon, j'en aurais pas fait. J'ai connu Jean-Claude en 1960. Il avait 16 ans et moi, j'avais 19 ans. Donc, c'est une longue amitié de 60 ans. Il est arrivé à Saint-Janvier, dans un petit village, et où on a été des adolescents, un peu turbulents, et il était l'exception dans le village. Il faut vous imaginer qu'à l'époque, presque tous les adolescents quittaient l'école à 12 ans, 13 ans pour aller travailler, donc personne ne faisait son cours classique sauf lui. Si l'école n'avait pas eu cette importance-là pour toi, je suis pas sûr qu'elle aurait eu la même pour tes enfants, puis je suis pas sûr qu'elle aurait eu la même pour moi. Je pense qu'on serait à des places très différentes si tu avais pas reçu cet argent-là. Quand il arrivait à un endroit, ça s'apaisait, lui discutait avec nous, puis surtout, il amenait la discussion à un autre niveau, parce qu'il arrivait de l'extérieur, et surtout qu'il étudiait au collège. Donc, à ce moment-là, ça nous faisait déjà ouvrir sur d'autres choses. Ce qui a fait que toute ma vie, j'ai voulu sortir du village puis ouvrir à autre chose. Et c'est grâce à lui. Les relations avec mon père, on avait une relation minimalement fonctionnelle, là. On a eu quelques discussions quand même, là, dans le début des années 60, là, sur les vertus du capitalisme et du socialisme, puis des choses comme ça, là. Puis évidemment,
C'était un unioniste, un union nationale dans ces années-là, lui, avec Maurice Duplessis. Alors, on a eu quelques discussions politiques là, quand j'étais plutôt vers la fin de mon cours classique, là, rhétorique, quelque chose comme ça. On avait à l'occasion de quelques discussions sur... moi, j'étais plutôt de la tendance socialiste à l'époque. Là, lui, ça le faisait lever, ça. Là. Après le collège, en quoi est-ce que tu as étudié? Ça, c'était une conversation sérieuse que j'ai eue avec mon père. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris, mon père, cette journée-là. Il dit « Puis, qu'est-ce que tu vas faire? » Mon Dieu, c'est toute une question. Et il dit « Fais donc avocat. » là. Il dit « Après ça, tu verras qu'est-ce que tu fais. » Et quand j'étais étudiant, pour gagner ma vie, j'ai travaillé comme journaliste. J'ai fait beaucoup de journalistes. C'était militant, ça. Là. J'en ai couvert des grèves, puis j'ai toujours été du bord des grévistes. Ouais. Il y avait la Révolution tranquille qui se déroulait devant nous. Donc, il y avait toute la place des religieux, tout ça se mettait en place. Alors, dès ce moment-là, on parlait de politique. C'est notre grand sujet de conversation depuis 60 ans. On a toujours parlé de politique. En 66, c'est l'année que tu as rencontré ma grand-mère. On s'était rencontrés dans une activité, justement, de journaux étudiants, de la presse étudiante nationale, dans l'escalier. Comme une comédie romantique. Échapper ses Oui, livres, mais puis, l'un qui montait, puis l'autre qui descendait. Ouais. Mais c'est allé quand même vite, là, à cause d'être marié l'année d'après. Ben oui. En Dans septembre 67, oui. Mes deux parents étaient étudiants, en fait. Ma mère a commencé à travailler, mon père a fini ses études d'avocat, puis après, il est allé en politique. Moi, le 5 juin 1966, j'ai travaillé à l'élection de René Lévesque dans Laurier-Dorion. Ça, c'est ma première journée d'implication concrète. C'est dans le comté de René Lévesque. René Lévesque est élu, mais le Parti libéral perd. C'est l'Union nationale qui est élue. Et à partir de ce moment-là, quand René Lévesque quitte le Parti libéral, puis qu'il fonde le mouvement Souveraineté Association, là, je commence à m'impliquer à ce moment-là. J'ai l'impression que René Lévesque, ça a été quand même un gros tournant dans ta vie, parce que avant lui, c'est surtout du droit puis du journalisme, puis après lui, il y a un gros virage vers la politique, puis tout ce qui vient après est dédié à la cause de l'indépendance du Québec. T'sais. René Lévesque, il m'a marqué comme toute une génération parce qu'il est arrivé avec le concept de souveraineté association, qui est un concept de fédération d'États égaux. C'est comme une fédération comme l'Europe. Et ça, pour moi, ça correspondait bien à ce vers quoi on devait aller. Plus que de juste le concept de séparation. Alors, l'évêque avait vraiment un concept de... On est souverain, mais on est dans une fédération. On a des institutions communes, puis chacun fait ses affaires, etc. Donc, bon. Et ça me correspondait. Le mouvement Souveraineté Association, c'est l'un des premiers partis ouvertement indépendantistes du Québec. Ça a été formé en 67 par René Lévesque. De Gaulle venait de scander « Vive le Québec libre » sur le balcon de l'Hôtel de Ville, puis mon grand-père avait 21 ans. L'année d'après, le MSA va fusionner avec le Ralliement national, un autre parti indépendantiste de droite, pour former le Parti québécois. Pour moi, et pour lui, c'était le réveil, c'est-à-dire qu'on devenait fiers d'être ce que nous étions. Avant, on n'était pas fiers, parce qu'on se disait que pour réussir dans la vie, il faut apprendre l'anglais, il faut aller travailler dans telle chose. Tandis que là, on s'est mis à rêver, tous les deux, qu'on pouvait faire quelque chose par nous-mêmes, qu'on pouvait faire des actions, puis qu'on pouvait être fiers de qui on était. Donc, j'ai toujours dit que j'étais indépendantiste, et j'ai toujours dit que je rêvais qu'on devienne un pays. Alors, c'est ce rêve-là qu'on partageait, Jean-Claude et moi. La souveraineté du Québec, elle sera en effet acquise le jour où on sera tous décidés ici. Il restera juste à en négocier les modalités. J'ai travaillé beaucoup avec la Fondation du Parti québécois. Dans les documents de fondation du Congrès, là, j'ai écrit 2 chapitres. J'ai écrit le chapitre sur le travail, puis le chapitre sur la justice. Mon père, il était très engagé politiquement, mais il me traînait partout. J'en ai fait des rallyes politiques, puis tout ça. Puis tout le monde dans ce milieu-là savait qui j'étais parce que mon père me traînait partout. Je me souviens de René Lévesque, je me souviens avoir rencontré quand j'étais toute petite. Lui, il était plutôt de gauche, Lévesque.
Mais il savait aussi que pour avancer, ça prend toute la société québécoise. C'est ça le problème des indépendantistes. Ils n'ont pas de jambes de droite. Ça en prend. Tu ne peux pas représenter un peuple et pas avoir de droite. Jacques-Yvan Morin avait rencontré... Je suis allé avec Jacques-Yvan Morin, puis là, j'ai commencé à travailler dans la circonscription pour le faire élire. Puis en 1973, il a été élu. L'autre nouveau qui a été élu, c'est Marc-André Bédard. On avait beaucoup d'affinités ensemble. J'ai passé mes années d'opposition à travailler autant avec Marc-André qu'avec Jacques-Yvan Morin. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. En 1976, contre toute attente, le Parti québécois prend le pouvoir pour la première fois. Le député de Chicoutimi, M. Marc-André Bédard, sera ministre de la Justice. Avec Marc-André Bédard, ce que vous avez fait, ça a été assez... un grand volume de choses qui ont été accomplies en très peu de temps, puis des changements assez importants. T'sais, par exemple, une des grandes choses que vous avez faites, c'est ajouter l'orientation sexuelle à la Charte des droits et libertés des personnes du Québec. Puis juste ça, c'est immense. J'ajouterais, sur Marc-André Bédard, j'ajouterais comme grande contribution la décision qu'il a prise dans le dossier Morgan Thaler. Morgan Thaler, c'est un médecin qui pratiquait des avortements, puis qui était poursuivi régulièrement devant les tribunaux. Puis la décision qui a été prise, c'est d'arrêter de poursuivre parce que les jurés ne le reconnaissaient pas coupable. La loi disait c'est un crime, puis les jurys qui ont été saisis de dossier disaient non, c'est plus un crime dans la société de 1978. Là. Alors ça a été une grande décision parce qu'il a ordonné au procureur d'arrêter les poursuites. Alors, ça s'est fait au Québec. Puis quelques années plus tard, finalement, les lois fédérales ont été changées pour décriminaliser l'avortement. Pour les Québécoises, quand il a pris cette décision-là, c'était une grande avancée. C'est une affaire importante. Puis en janvier 1974, t'es séparé d'avec ma grand-mère. C'est difficile d'être en même temps en développement de travail, puis de carrière, ou d'ambition politique, ou d'objectifs politiques. T'occuper du couple, t'occuper des enfants. Beaucoup d'éléments qui sont difficiles à prioriser, puis à équilibrer, je dirais. Quand tu t'engages pour avancer, mais il faut que tu fasses ce que tu as à faire. Là. Ça fait pas des couples forts, ça, là, quand tu décides que tu t'en vas travailler pour passer tes semaines ailleurs. Là. Il y a eu des combats qui l'ont absorbé beaucoup. Je le sais, je suis pareil. Quand je suis dans le coin, on dirait que le reste autour n'est plus là, puis que les gens se sentent peut-être négligés. C'est pas le cas. On fait ce combat-là pour les gens autour. T'sais, on dit souvent, les politiciens, ils font ça pour eux bien paraître, ou pour le pouvoir, ou pas ça. Je pense qu'il y a beaucoup de politiciens, peut-être que des fois ça finit mal, mais que souvent ça commence avec des belles convictions, puis des convictions profondes. Puis je pense que l'implication de mon père dans le Parti québécois, c'était pas pour lui, c'était pour le Québec. C'est vraiment pour le Québec, la culture québécoise, les Québécois en général, ses enfants en particulier. Moi, dans mon échelle de valeur, le bien de la communauté passe avant le bien de la personne. Je pense que moi, je me conçois comme étant au service de plus que moi. Jean-Claude ne pensait pas à son bien-être à lui. C'était comment sortir les gens, puis comment les rendre fiers. Le thème de « on se marie pour la vie », là, j'ai toujours pensé que ça ne marchait pas, ça, cette affaire-là. C'est ambitieux ou c'est prétentieux. Quel est le pourcentage de chance que deux personnes se rencontrent puis qu'ils disent « là, nous, là, écoute, c'est arrivé comme ça, on est les deux êtres parfaits pour être ensemble pendant 70 ans encore. » Je dirais que l'amour de ta vie, c'est probablement plus le Québec qu'une femme ou qui que ce soit. Bien, moi, j'ai toujours pensé que c'est une question de probabilité. C'est quasiment impossible que ce soit ça, là. La tendance des résultats recueillis depuis quelques minutes par Radio-Canada laisse voir que l'option du non l'emportera. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Donc, en 81, on avait perdu le référendum, puis je sentais moins l'urgence de continuer en politique, là. Vraiment, je ne le sentais pas, l'urgence. Alors,
Je pense que mon père, il est très discret, puis en même temps, il partage pas beaucoup ses sentiments profonds. Des fois, ils sortent, puis tu les vois, mais c'est pas parce qu'il a décidé de les partager, tu sais. Elle n'aimait pas parler de lui, d'accord? Si tu penses que c'est de la discrétion, c'est de la réserve pour moi. Eh bien, les Québécois se sont levés ce matin avec un pincement au cœur, c'est le cas de le dire. C'est qu'hier, on leur a annoncé le décès subit de leur ancien premier ministre, René Lévesque, et nombreux avaient peine à le croire. Quand René Lévesque est décédé, je me souviens, on s'en allait en voiture. Il a été atterré et j'ai eu l'impression que son monde s'écroulait, que l'avenir du Québec s'écroulait. Probablement une des seules fois que j'ai vu mon père pleurer, mais vraiment, ça l'a vraiment, vraiment bouleversé. Malgré l'ampleur de sa contribution politique, pour mon grand-père, sa vraie carrière, ça s'est passé à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. J'ai eu des années très, très intenses à Québec. La vie politique est très prenante au point de vue personnel. C'était de 8 h le matin à minuit le soir. Mes enfants sont nés, mettons, entre 69 et 72. En 81, ils ont à peu près entre 9 et 12 ans. Moi, je trouve que c'était important à ce moment-là d'être plus proche. J'ai commencé à travailler à la Caisse de dépôt à ce moment-là. Ma compréhension, c'est que la Caisse de dépôt et de placement du Québec, c'est un investisseur institutionnel qui utilise le bas de laine des Québécois, donc le contenu de plusieurs de nos caisses de retraite et régimes d'assurance, et le réinvestit dans le Québec et ailleurs pour faire croître nos avoirs. À la base, c'était vraiment un outil pour se réapproprier notre économie et se bâtir un vrai secteur des affaires au Québec. Parce qu'à l'époque, le Québec, ça appartenait surtout à Toronto et à Wall Street. Mais la Caisse était beaucoup moins connue en 81 qu'elle l'est aujourd'hui ou qu'elle l'a été depuis ce temps-là. Ça faisait 1 an que Jean Campeau était président, puis lui, il voulait introduire beaucoup de changements à la Caisse. Encore plus que ses diplômes, c'est ses années au service de l'indépendance qui ont inspiré le président de l'époque, M. Jean Campeau, à engager mon grand-père. Pourquoi on l'a engagé à la Caisse du dépôt? Bien, il aimait le Québec, ce gars-là. Parce qu'il était avocat. Puis parce qu'il avait développé son côté en finance. Il était mêlé dans tout à la Caisse du dépôt. Puis c'était un curieux intellectuel, hein? Alors, tu n'as pas besoin de le pousser pour allumer dans quelque chose. Si tu lui ouvres la porte, tu dis qu'il rentre dedans, lui. Exemple, la Caisse, quand je suis arrivé à la Caisse, moi, en 1980, on n'était presque pas dans les immeubles. Quand on a développé le côté immeuble, Jean-Claude a été très impliqué là-dedans. Le temps est venu pour la reprise immobilière à Montréal. Je parle des grands immeubles particulièrement. Il y a des vice-présidents qui nous incitaient à aller dans le secteur immobilier. J'aime ça, je trouve que c'est concret, ça résiste au temps. J'aime mieux un secteur comme celui-là que le marché boursier, par exemple, où je trouve qu'il y a beaucoup trop d'émotions dans le marché boursier. Laissez pas les émotions gérer seules vos vies ou vos portefeuilles. Nous avons 3 grandes unités opérationnelles. Michel Nadeau, ça a été une personnalité importante pour le Québec Inc. Pendant que mon grand-père était à la Caisse, c'était son principal collaborateur. Moi, je l'ai connu en 1984, quand il est arrivé à la Caisse. Je le connaissais de nom comme journaliste, mais je ne l'avais jamais rencontré avant. Michel Nadeau... Ça a été un des premiers à faire vraiment de l'information financière au devoir. Et il a aidé à former des centaines de gestionnaires puis de professionnels de la finance. Puis ça se répercute pendant des années. Puis c'est pas des mots, là, c'est dans des professions, dans des métiers dont on a besoin. C'est majeur. Nadeau et moi, on était des collègues proches, habituellement un peu complices. On était pas mal sur la même longueur d'onde. C'était un collaborateur loyal. Ils ont acheté cette pensée-là qu'il fallait supporter les entreprises québécoises, puis qu'il fallait prendre notre place dans le milieu de la finance. Ils aimaient leur job. J'ai l'impression que ces 2 gars-là auraient même travaillé sans salaire. Tu sais. Quand M. Campeau a quitté la Caisse, il a été remplacé par un tandem, Jean-Claude Delorme et Guy Savard. Cette succession-là a été plutôt difficile. D'abord, le tandem ne s'entendait pas. Et ensuite, c'était un nouveau partage de pouvoir et ça a donné lieu à des différends. La structure comme telle, indépendamment des individus, la structure comme telle n'était pas idéale. Il y avait une ambiguïté fondamentale sur le rôle des deux, de sorte que, sans être une chicane, c'était conflictuel en partant, parce que les responsabilités n'étaient pas claires.
Puis deuxièmement, au moment de leur nomination, c'était pas des personnes très prêtes à assumer ça. Alors, Michel Nadeau et moi, on percevait notre rôle comme étant celui de gens qui doivent aider la Caisse dans la continuité de ce qui se faisait avant. Michel Nadeau s'est occupé, lui, du portefeuille des actions et des obligations, des relations avec les déposants. Et Jean-Claude, lui, fallait consolider le groupe immobilier. On était deux des piliers de la Caisse. Après Delorme et Savard, c'était nous qui avions les postes les plus seniors. Le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt du Québec, Jean-Claude Delorme, a remis sa démission. Le bureau du premier ministre devrait nommer son successeur d'ici une semaine. Ça ne m'a pas pris grand temps pour convaincre M. Parizeau que le prochain, s'il avait à être changé, serait Jean-Claude Schrère. On savait que Jacques Parizeau allait nommer quelqu'un. Effectivement, il y a des gens qui pensaient que ça allait être Michel Nadeau. Certainement qu'il l'aurait espéré. Donc, quand on espère et qu'on ne l'est pas, d'habitude, on est déçu, mais on n'a jamais parlé de ses états d'âme. Il y avait une mission urgente à la Caisse au moment où Jean-Claude est nommé, c'est de préparer le référendum. Et dans ce sens-là, je pense que Jean-Claude avait davantage la confiance de Jacques Parizeau, ce qui n'enlève rien aux qualités de Michel Nadeau, qui aurait peut-être pu faire le travail aussi, mais ils ont travaillé en tandem de manière plutôt efficace, je dirais, par la suite. Quand j'ai été nommé président, lui, c'était mon principal collaborateur. C'était le numéro 2 de la Caisse. De Jean-Claude, il arrive en 95, il faut qu'il prépare le choc qui peut survenir si le référendum est positif. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir une panique sur le marché obligataire. Alors, il faut que la Caisse puisse servir de mainteneur de marché pour les obligations du Québec, parce que si tout le monde les vend, à un moment donné, le Québec ne pourra plus emprunter. Alors, il fallait que la Caisse se prépare à devenir mainteneur de marché. J'étais extrêmement inquiète, OK? Parce qu'il y avait beaucoup de turbulences. Il m'a appelé pour me rassurer. Relax, Lise, là. Hein? M. Parizeau, moi, on a tout sous contrôle. Moi, je savais que malgré tout le discours public où on disait « c'est un désastre financier, ça ne peut pas se faire, on n'acceptera pas le résultat, etc. » Malgré ça, moi, je savais, par nos discussions avec les institutions financières, que tout le monde, le soir même, pas 3 ans après, le soir même, aurait dit « ajustez vos flûtes », puis aurait dit au gouvernement fédéral « négocier, ça prend un deal ». Il va y avoir de la turbulence, mais on va passer au travail. T'as-tu imaginé qu'est-ce qui est arrivé après? À 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que c'est l'option du non qui remportera ce référendum. J'ai trouvé le résultat du deuxième référendum particulièrement décevant. De passer de si près d'un résultat à l'autre, ça, c'est vraiment décevant parce que je savais que un résultat positif aurait enclenché vraiment une amélioration considérable du statut du Québec. Qu'en 1995, encore, on a dit non à un développement autonome du Québec. Ça m'apparaîtra toujours comme étant une acceptation de rôle secondaire. On a senti que c'était terminé pour nous. Le rêve a été éteint. De cette campagne, dans la mesure où il a fait revivre une cause qui semblait perdue. Même dans ce qui aurait pu sembler être une défaite ou une situation difficile, il voyait une opportunité. Vous avez pris à cet égard-là des décisions importantes, celle en particulier d'augmenter vos portefeuilles d'actions. Encore plus, on a surinvesti sur les marchés asiatiques, particulièrement le Japon qui a très bien fait, et les marchés européens. Une fois passé le référendum, son ambition, c'était de faire de la Caisse un gestionnaire de portefeuille d'envergure internationale. La nécessité de l'ouverture de la Caisse sur le monde vient d'abord de la recherche d'un meilleur rendement financier ou d'un plus grand rendement financier. Le fait que j'ouvre facilement, c'est que j'ai pas peur du monde. J'ai voyagé, j'ai vu le monde, je connais l'Asie, donc des cultures très différentes. Ça ne m'inspire pas de crainte. Au contraire, je trouve de l'intérêt dans le monde, je trouve de l'intérêt à découvrir d'autres choses. Là, tu t'aperçois avec le temps que tu peux créer de nouvelles sources de revenus en vendant des services, en gérant pour d'autres. Bon, c'était ça l'objectif, c'était d'aller se positionner comme l'un des grands gestionnaires de fonds dans le monde. Et ce faisant, il développait Montréal comme un centre financier de grande envergure, notamment pour faire concurrence à Toronto.
M. Jean-Claude Scrère a convoqué une conférence de presse pour lancer le concept d'un plan de développement du quartier international de Montréal. La Caisse se fait le protagoniste d'un plan d'aménagement que M. Scrère veut remarquable par sa beauté, ses espaces verts, son éclairage de qualité, son mobilier urbain et ses aménagements paysagers. L'édifice qu'on a appelé CDP Capital, qui est devenu l'édifice Jacques Parizeau, est un objet de fierté maintenant à Montréal, tellement c'est un immeuble qui a été marquant. Bien, il y avait l'idée de mettre tous les gens sous un même toit. C'est plus facile de partager des valeurs, puis pour la direction de communiquer avec tout le monde, passer les mêmes messages à tout le monde. Tout ça, c'est plus facile quand les gens sont réunis. Puis on a trouvé que l'idéal, ce serait de faire une nouvelle bâtisse où on regrouperait tout le monde. Jean-Claude a toujours trouvé que la tranchée de l'autoroute Ville-Marie est vraiment hideuse. Il se désolait de voir le bas de la ville de Montréal coupé en deux par une autoroute. Il a choisi d'établir le site de la Caisse au-dessus pour justement couvrir la tranchée. Il avait déjà, lui, cette vision-là que l'immeuble pouvait être un lieu d'unification, notamment en couvrant l'autoroute. J'ai toujours trouvé qu'il fallait toujours faire une petite touche de plus pour avoir quelque chose de durable, mais de beau aussi, beau à l'œil, juste beau à l'œil. Efficace, évidemment, là, c'est pas contradictoire, ça va dans le même sens, c'est important. Pour le moral, pour l'œil, pour l'histoire, parce que c'est ça qu'on va transmettre, là, hein, les bâtisses, ça reste longtemps. Alors, pourquoi pas faire beau? La facture est apparue assez élevé. Alors, donc, il a été critiqué parce qu'il a coûté cher. Moi, ça fait partie des objets de critique que j'accepte, dans le sens que je les partage pas du tout, là, hein. Je les partage absolument pas. Ça s'est bien fait dans les règles de l'art. Il fallait faire quelque chose de bien, une belle déclaration d'édifice phare. Qui est une splendeur, qui est vraiment maintenant un joyau du centre-ville de Montréal. Pour moi, c'est un legs qu'on doit vraiment à Jean-Claude. C'est lui qui a pensé à tout ça. Même si mon grand-père s'est généralement tenu loin des caméras tout au long de sa carrière, son temps en caisse de dépôt a été défini par plusieurs controverses. La plus mémorable, l'achat de Vidéotron. Québécois rachètent Vidéotron, mais tous les Québécois sont aussi associés indirectement à cette transaction parce que la Caisse de dépôt et de placement du Québec y investit plus de 2 milliards. Jean-Claude Scrère, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, félicitations dans les circonstances. Est-ce qu'on peut dire que vous l'avez emporté? Bien, écoutez, moi, j'aime mieux dire que le train est arrivé en gare aujourd'hui. Là, ça fait 8 mois qu'on travaille là-dessus. La décision la plus difficile que j'ai prise, c'est celle de faire le dossier Vidéotron. Il ne fallait pas que Vidéotron s'en aille dans des mains que je qualifie d'étrangères au point de vue culturel. Ça aurait permis à Rogers, qui essayait d'acheter Vidéotron, de faire beaucoup de consolidation à Toronto. Ça aurait été désastreux au niveau des emplois au Québec, au niveau du développement de l'expertise. Ça aurait fallu que Vidéotron soit contrôlé par l'Ontario. Hey, les limites, là. Alors là, ils ont su comprendre vraiment le rôle de la Caisse, support au développement économique et pas laisser partir des moteurs. Cette transaction avec Rogers nous a été présentée tardivement. On n'a pas beaucoup de temps de réaction. Au moment où la transaction se fait, je pense que tous les paramètres pour en faire une transaction rentable sont présents. Bien sûr, il y a un coût à payer qui est très élevé. À ce moment-là, on est au haut d'une bulle. Le marché est très élevé dans le domaine des communications. Donc, pour acheter, pour nous, c'était très cher. Si ça n'avait pas été cher, ça n'aurait pas été à vendre non plus. Alors, si c'est un bijou, tu payes le prix qu'il faut payer pour l'avoir. On avait l'avantage, d'une certaine façon, de savoir que Rogers était prêt à mettre tel prix. Alors, on savait qu'il faut mettre un peu plus. C'est simple comme ça, là. Il y en a un qui achète. Si tu veux l'avoir, paye plus cher. C'est la seule règle du jeu. Ça ne rendait pas l'investissement non rentable. Ça le rendait rentable sur une très longue période de temps. C'est pas tout le monde qui était d'accord pour qu'on le fasse, même au gouvernement du Québec à l'époque. La suite a prouvé que notre perception du dossier était correcte. On avait conservé les emplois, on avait récupéré la valeur, puis à partir d'une, 8-10 ans après, on a commencé à faire de l'argent avec. Son rendement a été peu reluisant les premières années, mais c'est revenu, ça. Ça a prouvé qu'à long terme, ça avait été un bon coup. Sur le coup, ça paraissait cher. Ce sont des horizons très longs qui permettent la critique facile. Et ça a eu deux conséquences. Un, la Caisse a perdu beaucoup d'argent. Et deux, Québécois, maintenant,
En termes de concentration de médias, c'est unique dans toutes les démocraties. Ils contrôlent des journaux, le plus gros réseau de télévision, des maisons de disques. Non, c'est québécois, c'est unique et c'est pas une très, très bonne chose parce qu'il est trop fort sur le marché, il n'y a pas vraiment de concurrence. Il m'apparaît essentiel pour nous de faire en sorte de créer une entreprise médiatique forte, basée ici à Montréal, mais avec des perspectives globales. Le CRTC, évidemment, on va encore une fois les écouter. Il m'apparaît qu'il y a beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de flexibilité. Des conglomérats en communication, il y en a partout dans le monde. Au Canada, le principal conglomérat, c'est Rogers. On peut trouver que Vidéotron, c'est gros au Québec, oui, mais si c'était pas Québécois Média, il faut bien se rendre compte que la seule alternative, ce serait que ce soit Rogers qui soit encore un plus gros conglomérat et qu'il ait ses antennes québécoises. Alors, oui, c'est gros, mais c'est le modèle économique. Il faut être plus gros pour que ça coûte moins cher. La Caisse de dépôt et placement du Québec a enregistré l'an dernier ses pires résultats en 27 ans avec un rendement négatif de presque 5 sur son actif. Mais la Caisse, si elle avait investi ailleurs, juste même dans le portefeuille boursier sans être actif, elle aurait eu beaucoup plus de rendement pour ses déposants. Honnêtement, non, je ne le regrette pas. C'est un dossier dans lequel je n'ai pas dévié. J'ai fait ce que je pensais que la Caisse devait faire. Je le referais demain sans l'ombre d'un doute. Puis je savais que ça me serait attribué. Et ça m'a été attribué, puis avec raison. C'est moi qui ai décidé qu'on allait de l'avant. Ils se sont avancés, puis c'était dangereux. Puis ça n'a pas été facile. Ils se sont fait critiquer les premières années. Mais on réussit. Jean-Claude Scraire quitte la direction de la plus importante société d'État du Québec. Au moment où Jean-Claude part, la Caisse a eu un mauvais rendement autour de l'histoire de Vidéotron puis de l'éclatement de la technobulle sur le marché boursier. J'étais allé présenter les résultats de l'année précédente. Ils vont être moyens, on le savait, les marchés étaient défavorables. Un mois après, j'ai annoncé que je quittais. Dans les mois qui ont précédé, il y avait beaucoup d'échos dans les médias qui minaient un peu ce que la Caisse faisait. Jean-Claude sentait que c'était dirigé, c'était pas gratuit, là, il y avait peut-être une intention. Il ne faut jamais oublier que le président de la Caisse peut être démis par le gouvernement. Je pense que les relations n'étaient pas très bonnes à la fin avec Pauline Marois. Mes relations avec Mme Marois ont toujours été très correctes. Avec M. Landry, parfois, ça a été un peu plus serré. M. Landry, il aimait ça tourner à gauche puis demander aux gens de tourner à gauche. Bon. Moi, je tourne pas à gauche parce que quelqu'un me dit c'est le temps de tourner à gauche. Là, ni à droite, d'ailleurs. Puis, je sentais pas de pression. En même temps, je savais que mon départ n'était pas pour lui déplaire. Je pensais vraiment que c'était le temps pour moi d'arrêter. En 2001, tu as été considéré l'homme le plus puissant au Québec. Comment on vit ça au quotidien, tout ce pouvoir-là? On sait qu'il y a des gens qui s'en montent à la tête le pouvoir, qui se servent du pouvoir pour leur glorification personnelle. J'ai jamais utilisé le pouvoir. J'ai assumé le pouvoir. Je conçois ça comme étant une responsabilité. Vraiment, vraiment, vraiment. Je trouve ça intéressant, le pouvoir, quand il te permet de faire des choses. Il y avait ce côté-là très terrien de Jean-Claude. Finalement, un homme ordinaire, mais extraordinaire. Ordinaire par sa simplicité. J'ai jamais fait partie de l'establishment. Okay? De l'establishment économique du Québec, social ou économique, jamais. Okay? Moi, j'ai fait ma job à la Caisse comme président de la Caisse, mais c'est pour ça, tantôt, je disais, je suis toujours à l'aise, j'ai toujours été à l'aise avec d'où je viens socialement. Puis c'est resté mon monde. Je n'ai jamais senti chez Jean-Claude cette hiérarchie-là. Je veux dire, quand on se retrouvait, c'est comme si on était adolescents, puis on se reparlait de la même façon. Avec le recul, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton passage à la Caisse de dépôt? Je suis fier de ce qu'on a fait dans Montréal. Ma contribution au siège social de la Caisse, puis tout le développement du quartier international. Je pense que c'est un bel accomplissement. Les autres accomplissements dont je suis fier, c'est les équipes que j'ai eues dans ma vie, avec qui j'ai travaillé. J'ai toujours eu des équipes fantastiques, des gens vraiment de talent, dévoués, dédiés, intègres.
Je pense qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que de voir une gang qui travaille ensemble pour accomplir quelque chose, là, puis qui sont motivés. Là. Moi, je pense que c'est ça mes accomplissements les plus importants. C'est pas des choses que j'ai faites moi-même, sauf bâtir des équipes. À la suite de mon départ, oui, c'est enclenché le processus de recrutement. J'ai appelé Henri-Paul Rousseau, qui était le président de la Laurentienne à ce moment-là, juste pour connaître son intérêt. Puis, à ma grande surprise, il était intéressé. Les orientations que je présente aujourd'hui consistent à recentrer les activités de la Caisse sur sa mission fondamentale de gestionnaire de fonds et sur la recherche de meilleurs rendements sur les avoirs des déposants. La plupart des gens qui rentrent en situation de crise, ils font un gros ménage, puis ils ne travaillent pas avec du papier sablé, là, ils travaillent à hache. C'est ce qu'a fait Rousseau. Tu as accompli un travail à la caisse, quelque chose dont tu étais fier, puis un beau leg. Puis, dans les années suivantes, ton successeur a pas mal attaqué les deux choses dont tu étais le plus fier, je pense. Donc, c'est tes équipes, c'est ce que tu as accompli dans le quartier international, puis l'édifice Parizeau, qui est encore l'édifice de la Caisse aujourd'hui. La première des choses qu'il a faites, c'est qu'il a licencié Michel Nadeau. Puis ensuite, une semaine après, il a mis la Caisse au neutre. Et le 28 novembre au matin, on m'a demandé de quitter la Caisse et ça mettait fin à tout ce beau voyage, ce beau périple. Rousseau, il a fait un gros show de boucan où il a congédié, je sais pas, là, mettons une centaine de personnes, en laissant entendre que c'était pas du bon monde. C'était odieux aussi à certains égards, parce que quand c'est arrivé, le 2 décembre au matin, ça s'est retrouvé dans les journaux. On voyait que ça avait été bien packagé, puis la presse a repris ça, puis on avait l'air presque des bandits, des criminels. On avait tous fait des erreurs. Ça effaçait toutes ces années, tous ces efforts, tout ce travail qui avait été fait. Ça effaçait tout. Si quelqu'un a fait quelque chose de pas correct, dis-le, mais c'est juste que toi, tu changes d'idée, mais laisse pas entendre que ce qu'il faisait, c'était pas correct. Alors, Henri-Paul Rousseau a commencé à transformer la Caisse en banque d'affaires. Alors, il empruntait beaucoup pour spéculer. C'est comme ça qu'il a creusé sa tombe, rendement négatif de 25 %. J'espère qu'on verra jamais ça. Mais c'est un des 3 éléments responsables de l'augmentation des cotisations à la Régie des rentes du Québec, parce que la Régie des rentes a subi des pertes catastrophiques. Il faut dire à sa décharge que le gouvernement a changé à Québec. Donc, il s'inscrivait dans une philosophie du nouveau gouvernement de reculer les institutions publiques québécoises de l'intervention dans l'économie québécoise. On est 20 ans plus tard. La Caisse de dépôt rebâtit depuis quelques années ce qui avait été fait dans les années 95-2000. C'est en train de se rebâtir avec des équipes un peu partout dans le monde. Tu travailles encore beaucoup ces temps-ci? Bien, je travaille encore, disons, l'équivalent d'une semaine par mois avec le Fonds de solidarité. C'est quoi la mission du Fonds de solidarité? C'est investir l'épargne de travailleurs, très axé sur le développement économique, le développement de l'emploi, des entreprises. L'objectif, c'est de créer des fonds d'épargne, que les gens épargnent, alors ils déposent leur argent. Alors, c'est une institution un peu comme la Caisse. C'est un peu le même métier que la Caisse. Ils reçoivent de l'argent puis ils l'investissent. Alors, c'est bien d'avoir des organisations comme celle-là qui font du développement économique, soucieux de l'environnement, des beaux défis. Une belle mission. Aujourd'hui, Jean-Claude profite de sa retraite active à quelques minutes des terres qui l'ont vu grandir, sur le domaine auquel son père a consacré sa vie. Il y avait juste ça dans la tête. Je veux une terre avec un lac, puis je vais faire un développement immobilier. Je me demandais si ton père avait eu la chance de voir la réalisation complète de ce qu'il avait peut-être envisagé. Il a vu ce vers quoi ça se dirigeait avant de mourir. Là. Puis comment il est décédé? C'est un cancer. Ouais. Pancréas. Il n'était pas serein, il n'était pas content. Quand il est décédé. Il ne trouvait pas ça juste de mourir à 53 ans. Il disait justement, je suis en train d'accomplir ce que je voulais faire. Je suis au début de commencer à relaxer sur mon projet. Puis là, on m'enlève la possibilité de vivre ça. Et moi, il me l'a dit carré comme ça, là. Carré.
C'est pas juste. Il était choqué. Il était choqué. Il est malheureusement décédé avant de voir le résultat de ce qu'il a construit, mais il l'a construit, puis il a réussi, puis ses enfants ont continué. Comme son père avant lui, Jean-Claude n'a rien qu'une chose en tête. Dans son cas, c'est pas un développement immobilier, c'est l'avenir du Québec. La place de demain pour le Québec, moi, je ne sais pas où ça s'en va, là. La nation québécoise, elle est inégalement respectée ou inégalement acceptée dans le reste du Canada. Il y a un déclin du nombre de Québécois qui parlent français. Compte tenu de la situation démographique du Québec, c'est très important, l'intégration des immigrants. Le Québec a depuis longtemps la capacité d'augmenter ses seuils d'immigration. Il y a une démarche de centralisation plus poussée à Ottawa. Ça a tendance à diminuer ou à contourner les pouvoirs du Québec. Alors, à terme, tu rends une société moins significative, moins capable de s'occuper de ses intérêts comme elle le pense. L'équilibre démographique se transforme au Québec avec une immigration massive. On ne peut pas rentrer dans une société de 8 millions, 50 000 personnes par année si on ne fait pas une très bonne intégration de ces gens-là. Sinon, la société se transforme. Bien, entre se transformer et disparaître, il y a une très grande proximité. Je pense que les gens, ils se rendent pas compte à quel point la langue française est en danger ici, tellement on est petit, comparé à tout ce qui se passe en anglais, puis comment ça serait vite de tout transformer ça en anglais si on protège pas la langue française. Puis au Québec, si la langue est en péril, la culture va tomber avec. Alors, on va s'en aller vers une culture mixte, comme Toronto peut l'avoir, ou Vancouver. C'est peut-être pas une tragédie. Pour moi, oui. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. La chanson québécoise, elle est belle, elle est riche. On regarde la télévision québécoise, elle est variée, elle s'exporte. Et je pense que ça fait partie de la nature des Québécois. Quand on sait qu'on doit se battre, bien, on crée. J'entends parfois des gens dire, moi, le nationalisme ou la souveraineté du Québec, c'est pas mon bague, parce que moi, je suis un mondialiste. Mon discours là-dessus, c'est que le mondialisme, s'il écrase les peuples, s'il écrase les nations, il peut t'imposer des normes que tu n'aimeras pas. Tu dis, moi, je suis un citoyen de l'univers. Ça n'existe pas, un citoyen de l'univers, là. Ça n'existe pas, ça. On est toujours le citoyen de quelque part. On sait que la société québécoise, c'est une petite société. Sa survie dépend de son ouverture sur le monde. Mais la question, c'est comment s'ouvrir, puis en même temps protéger un certain nombre de valeurs, puis de facteurs ou d'éléments comme la langue. Comment ouvrir puis protéger ça en même temps? C'est pas facile, là, ça. Quelle que soit la forme politique que les Québécois ont décidé de s'offrir, on sera toujours obligé de nous battre pour conserver notre langue, conserver notre culture. C'est une bataille qui n'en finira jamais. C'est un combat identitaire qui va toujours perdurer tant aussi longtemps qu'on va choisir de vivre en français. OK. Le temps qu'on a mis pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Toi, quel avenir tu vois de la société québécoise? Pour moi, l'indépendance, c'est le rêve d'une autre génération. Dans mon entourage, puis ça émane de moi aussi, je sens pas nécessairement un très grand enthousiasme patriotique pour comme la nation québécoise. T'sais. On associe vraiment le patriotisme avec le conservatisme, puis la fermeture d'esprit, puis comme je disais, la fermeture des fois littéralement de frontières. Puis le problème que je vois là-dedans, dans cette idée-là de manquer d'amour pour sa propre nation, c'est qu'au Québec, je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut se permettre. T'sais. Quand on est une petite nation distincte dans un continent qui est principalement anglophone, si tu t'aimes pas, comment tu vas persister puis défendre tes intérêts comme tu l'entends? Tu sais?
Ce que j'ai été le plus surpris d'apprendre sur Jean-Claude, c'est que sa plus grande fierté, c'est pas d'avoir participé à la fondation d'un parti politique ou d'avoir été à la tête de l'une de nos plus grandes institutions économiques. Sa plus grande fierté, c'est d'avoir monté le Kilimandjaro. Faire le Kilimandjaro, pour moi, c'était un effort de volonté. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie, dans le travail, dans l'activité politique d'un peuple. C'est monter une montagne. On monte une montagne. C'est tranquillement, tranquillement. Alors, pour moi, il y a une symbolique là-dedans. Alors là, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas ça, moi? Le froid, je connais ça. La marche, je connais ça. Puis après ça, 5 ans après, l'idée m'est venue d'inviter mes enfants. J'étais venu donner un coup de main à Jean-Claude. Je pense qu'on avait planté un arbre, un saule-pleureur, en bas de son terrain. J'ai une petite côte, puis je remontais ça. Puis moi, je travaillais beaucoup dans les bureaux. Je faisais pas beaucoup de... En tout cas, je pompais pour remonter à la côte. Il me regardait faire, lui, plus en forme que moi. Il viendrait dessus, on irait monter le Kilimandjaro. J'ai juste la misère à monter à la côte ici. Je dis, oui, mais on s'entraîne, tu t'entraînes pendant 1 an, puis tout ça. Moi, je dis, OK. C'était une très belle expérience, vraiment une grande expérience. C'était probablement la première fois en 25 ans environ que je passais autant de temps avec Jean-Claude. Puis on était ensemble à marcher, qui est une activité qui est très propice à la discussion. Alors, c'est du temps de qualité vraiment à passer ensemble. On n'a pas eu l'occasion souvent dans les dernières années, et tous très occupés, de faire des choses comme ça. Fait que c'était une bonne expérience de prendre le temps de le faire. Ça prend un sens particulier quand tu montes avec tes gars. J'ai trouvé ça plus facile de monter avec eux parce que je m'occupais pas de moi. Je regardais juste si eux autres étaient corrects. C'était tellement important pour lui de le faire comme ça que c'était un message fort qui nous passait en le voyant comme ça. C'est vraiment la montée que j'ai préférée. Puis là, le temps a passé. Puis là, je me suis dit, là, quand je suis arrivé à 69 ans, j'ai dit, ça fait déjà 5 ans que je l'ai fait. Est-ce que je suis encore capable? Je vais aller voir. C'était comme un examen médical aux 5 ans. Là, je ne sais pas si... je sais pas si je peux aller passer mon examen médical. C'est sûr que c'est difficile quand on voit qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Tu sais. Je peux pas dire que c'est la partie la plus intéressante, là, le vieillissement. Là. Moi, j'aime la vie, alors c'est sûr que vieillir, ça t'éloigne de la vie, là, tu le sais. Mais c'est le destin de chacun. J'ai pas passé ma vie à planifier le futur, ni à avoir des regrets sur le passé, parce que je regarde pas en arrière. Je regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants, intelligents, en santé, brillants. J'ai des petits-enfants, intelligents, brillants, en santé. Alors, tout va bien. Et j'ai même des arrière-petits-enfants. Puis de réussir à tenir ce monde-là pour qu'ils viennent à la maison de temps en temps. Les petits-enfants, je suis renversé de les voir grandir. Et y avoir des adultes, là, des adultes jeunes là, de 20-25 ans. Puis moi, j'aime ça, ma relation avec mes petits-enfants. Là. Moi, ce que ça m'apporte du monde, des adultes qui poussent, avec qui on peut échanger aujourd'hui. Il voit les bons côtés des choses. Puis c'est quelqu'un de très familial. C'est le fun. C'est souvent grâce à lui qu'on peut se retrouver toute la famille. Quand il nous avait inscrit toute la famille pour marcher le 10 km au Marathon de Montréal, c'était la première fois que j'ai été mis en contact avec le monde de la course à pied puis tout ça. Puis c'est quelque chose qui est rendu important pour moi. Là. Je lui dois un peu ça, si on veut. Je pense que c'est un grand-papa qui croit en eux puis il essaye de les aider à développer leur potentiel. Et je pense que c'est important pour lui d'avoir ce lien-là privilégié avec chacun de ses petits-enfants. Je pense qu'il prend encore plus de temps maintenant, qu'il y en a un peu plus. Il essaie d'en investir plus de temps avec sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-petits-enfants. On est plus proche aujourd'hui qu'on ne l'a jamais été. On a appris à pas juste parler des grands enjeux puis de ce qui se passe en tant qu'observateur, mais on parle aussi de nous et de nos vies. Ça, c'est plus récent. C'est un ami qui... je sais qu'il est là.
Donc, s'il y a quelque chose, je vais pouvoir compter sur lui. Il peut être drôle, mordant, mais toujours un sous-entendu aussi. Il m'a transmis la croyance que quand on croit à quelque chose, chaque effort individuel qu'on y apporte contribue à faire avancer la cause. Il est entêté, Jean-Claude. C'est pas facile à manier, hein? Je sais pas si son petit-fils le semble. Mon grand-père, c'est quelqu'un qui comprend pas comment tu peux avoir des objectifs puis de l'ambition, puis pas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour accomplir ces objectifs-là. En repassant avec lui à travers ses souvenirs, c'est pas juste Jean-Claude que j'ai appris à connaître, c'est aussi l'histoire récente du Québec. On partage pas nécessairement les mêmes points de vue puis les mêmes craintes pour l'avenir de notre nation, mais il y a aucun doute que je me suis jamais senti aussi proche de mes racines. Tout ce temps-là, ça m'a fait découvrir un ami, essentiellement. Ça m'a fait découvrir quelqu'un avec qui j'aime discuter, j'aime passer du temps, aller juste une fin de semaine chez lui, puis c'est ça, jaser. C'est un amoureux de la vie. Je pense que chaque matin, quand il se lève, il est content puis il sait que ça va être une belle journée, peu importe qu'est-ce qui va se passer cette journée-là. La vie est belle. La vie est vraiment belle. Quand t'as dit ça, t'as tout dit, là.